La Formule 1 est de retour cette semaine, sur le circuit d'Imola, dans le cadre du Grand Prix du Made in Italy et d'Emilia-Romagna. Bon, on va l'appeler Grand Prix d'Imola, ce sera plus simple. 2 semaines après le Grand Prix d'Australie, la F1 fait ses débuts en Europe, en commençant par l'Italie. Et pour la première fois depuis bien longtemps, un pilote Ferrari s'avance sur ses terres en tant que leader du championnat du monde. Albert Park a souri à Charles Leclerc, qui a absolument tout raflé là-bas. Pole position, vainqueur de la course, meilleur tour, leader de bout en bout, ça, c'est ce qu'on appelle un grand chelem. Alors Leclerc semble en très grande forme, et au moment d'aborder ce nouveau week-end de Grand Prix, nul doute qu'il ne peut qu'ambitionner que la victoire. Mais alors que le Grand Prix d'Australie convenait formidablement bien à Ferrari, les Italiens peuvent-ils s'imposer à nouveau ? Nul doute que Red Bull va essayer de prendre sa revanche, tandis que Mercedes va espérer un faux pas de ces deux écuries. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Qui réussira à prendre l'ascendant en Italie ? On va regarder ça ensemble, mais avant ça on va commencer par parler du circuit et de son histoire, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. C'est parti. Imola est une terre de sport automobile. Cette ville de 70 000 habitants en Emilie-Romagne abrite l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. C'est un circuit très connu des passionnés du sport automobile. Le premier Grand Prix de F1 à Imola a été remporté par Jim Clark en 1963, mais c'est surtout à partir des années 80 que l'on voit apparaître ce Grand Prix de manière régulière au calendrier de la F1. À partir de 1981, cette course porte le nom du Grand Prix de Saint-Marin. Saint-Marin, c'est un micro-état à 100 km du circuit, mais qui est le sponsor du Grand Prix. À l'époque, Imola devait porter le nom de Grand Prix d'Italie, mais finalement c'est Monza qui a été choisi pour représenter l'Italie au calendrier. Les propriétaires du circuit d'Imola ont alors contacté la minuscule république de Saint-Marin pour les convaincre de postuler à la tenue d'un Grand Prix, chose qui a été acceptée. Le Grand Prix de Saint-Marin a eu lieu sans interruption entre 1981 et 2006. Michael Schumacher a remporté 7 éditions du Grand Prix, record absolu, tandis qu'Alain Prost et Ayrton Senna s'y sont imposés à 3 reprises. Ayrton Senna, justement, est éternellement lié à ce circuit, comme vous le savez. Il y a trouvé la mort le 1er mai 1994, seulement un jour après le décès du pilote autrichien Roland Ratzenberger. Un week-end noir pour la Formule 1, qui a perdu 2 pilotes en l'espace de 2 jours. C'est un Grand Prix qui a assurément été un tournant majeur dans l'évolution de la sécurité en Formule 1. Le contrat du Grand Prix de Saint-Marin prend fin en 2006. Ensuite, plus rien. Et ça jusqu'en 2020. À la suite de la crise que vous connaissez, la F1 est à la recherche de circuits, principalement en Europe, pour créer un calendrier alternatif. Imola fait donc son retour au calendrier sur la dénomination de Grand Prix d'Émilie-Romagne. La première édition a été remportée par Lewis Hamilton et la deuxième par Max Verstappen. Cette année, la grande nouveauté à Imola est l'apparition d'une course sprint. Je vous détaille le déroulé du week-end. Le vendredi, séance d'essai libre à 13h30, puis qualification à 17h. Ces qualifications donnent l'ordre de départ de la course sprint, qui a lieu le samedi à 16h30. La course sprint à Imola consiste en 21 tours, soit 100 km, où les pilotes ne sont pas obligés de faire un arrêt au stand. Celui qui gagne la course sprint partira de la première place le lendemain pour la course principale. Le poleman est déterminé par les qualifs du vendredi, et non pas par le résultat de la course sprint. D'ailleurs, si vous souhaitez suivre cette course sprint d'ensemble, je serai sur la chaîne de Formule Blabla ce samedi. Je vous tiendrai au courant de l'horaire exact à laquelle ça commence. Autre changement important au niveau des points, le gagnant de la course sprint prend 8 points, contre 3 l'année dernière. Le deuxième prend 7 points, le troisième 6 points, et ainsi de suite jusqu'à la 8ème place. Il y a donc encore plus d'enjeux. Passons au circuit à présent. 63 tours sont prévus sur ce tracé qui comporte 17 virages, dont les absolument mythiques Piratella et Acqua Minerali. Sur le papier, c'est un circuit où il n'est pas très facile de dépasser, mais à voir si ça se confirme ou non. Voilà pour la présentation du circuit. Maintenant, nous allons passer en revue chaque écurie. Qui est en forme à l'approche du Grand Prix ? Qui a des soucis à se faire ? Je vous dis absolument tout, et ça, tout de suite. Grand Prix d'Italie oblige, nous allons commencer par parler de Red Bull. Bah oui, parce qu'ils sont les vainqueurs de la dernière édition. Moi les amis, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'ils ont une voiture vraiment solide, rapide, mais 3 abandons en 3 courses, ça fait quand même beaucoup, non ? Après le double abandon de Perez et Verstappen à Bahreïn, le pilote néerlandais a de nouveau dû s'arrêter en Australie pour une panne au niveau du système d'essence. Bon, je conçois que les monoplaces de 2022 soient vraiment complètement différentes de celles d'avant, que beaucoup d'écuries ont un souci de fiabilité, ça, ok. Mais franchement, quand tu joues le titre, ce sont des abandons qui peuvent coûter très cher en fin de saison. J'ai déjà consacré une vidéo entière à leur sujet, alors je fais vite. Mais Christian Horner a en tout cas promis qu'on allait voir des évolutions sur la monoplace ce week-end. Évidemment, il n'a pas révélé en détail tout ce qu'on pouvait espérer voir, mais je pense qu'on peut s'attendre à des changements aérodynamiques et des modifications internes au niveau du carburant. Ça, c'est le minimum.
En tout cas, je n'ai aucun doute sur le niveau de leur pilote. Verstappen est plutôt victime de malchance et serait largement deuxième au classement sans ses abandons. Quant à Perez, c'est la même chose. Je trouve qu'il fait un super début de saison et son podium à Melbourne est un petit peu en lot de consolation pour Red Bull. Mais pour l'instant, l'avantage est pour Ferrari. Charles Leclerc était sur une autre planète en Australie, à la fois parce que sa monoplace semblait surpuissante, mais aussi parce qu'il a fait un week-end de patron, faut le dire. Je le disais tout à l'heure, il a réalisé un grand chelem, c'est quelque chose de remarquable. Il a déjà 50 points d'avance sur Verstappen, et même si ce n'est que le début de la saison, 50 points d'avance psychologiquement, ça fait du bien pour lui. Il est l'homme de ce début de saison, et il peut compter sur une Ferrari très compétitive. Ce qui est bluffant, c'est que Ferrari n'a pas apporté des modifications si significatives que ça depuis le début de la saison. Pour l'instant, la voiture qu'ils ont développée est la meilleure de la grille, et ça depuis 3 grands prix, j'irai même jusqu'aux essais hivernaux. En fonction des résultats de ce week-end, je ferai peut-être une vidéo sur les performances de Ferrari, histoire d'analyser ensemble pourquoi ils sont aussi forts. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne souhaitez pas la manquer. Leclerc est au top, mais Carlos Sainz a connu un véritable désastre en Australie. Une qualif ratée, un abandon après un tête-à-queue pendant la course, pire week-end que ça, tu meurs. Je disais dans la preview du Grand Prix d'Australie que Carlos devait absolument faire un bon résultat pour rester dans le coup pour le titre. Avec 38 points de retard aujourd'hui, la tentation de privilégier Charles Leclerc doit être grande pour la Scuderia. Mais pour autant, Binotto a déclaré qu'ils ne donneront aucune consigne d'équipe pour l'instant. Et je trouve ça normal. Après seulement 3 Grands Prix, ce serait assez irrespectueux pour Carlos, même si ça a déjà été fait par le passé. Alors si Binotto tient sa parole, c'est à lui de jouer maintenant pour prouver qu'il a les épaules pour lutter avec Leclerc, et qui que ce soit d'autre pour le titre. Carlos Sainz devrait être deuxième du championnat, mais en attendant, c'est George Russell qui prend cette place. Clairement, Mercedes n'a pas la monoplace pour être deuxième au championnat constructeur. Ils ont bénéficié des déboires de Red Bull, mais Russell lui a été vraiment solide depuis le début de la saison, en terminant chaque week-end avec le maximum de points qu'il pouvait récolter. Son premier podium avec Mercedes est très encourageant. Pour ce qui est du package de Mercedes à Imola, il ne faut pas s'attendre à des miracles selon Toto Wolff. Il a déclaré que les ingénieurs de l'écurie sont tournés à 100% vers les problèmes aérodynamiques rencontrés par Russell et Hamilton, et qu'il faudrait un miracle pour qu'ils puissent apporter des nouvelles évolutions. Je pense qu'il a raison. Mercedes a l'air d'avoir tellement de problèmes de marsuinage à résoudre qu'il me semble difficile d'avoir une monoplace au niveau de Ferrari ce week-end. Malgré les épreuves traversées, je trouve que Russell et Hamilton s'en sortent très bien tous les deux, avec un podium chacun. Il y a des faits de course bien sûr, mais ça reste assez costaud. Allez, passons à McLaren, qui a connu un week-end de rêve en Australie. L'équipe de Danny Ric, de retour sur ses terres, est entrée en Q3 et a glané 18 points à Melbourne. C'est super pour eux. Mais Lando Norris déclarait que ce gain de performance était essentiellement lié aux caractéristiques du tracé d'Albert Park. Parce qu'entre la McLaren toute pourrie de Bahreïn et celle d'Australie, eh bien il n'y avait pas tant de différence que ça. Malgré tout, s'ils sont capables d'être aussi rapides en Australie, ça veut dire que leur monoplace est capable d'être performante sur un certain type de circuit, en l'occurrence un virage rapide. Et ça, c'est une certitude au milieu de toutes les incertitudes qu'ils ont. McLaren se retrouve devant Alpine au classement, qui a connu un week-end de mi-figue mi-raisin. D'abord, Esteban Ocon marque encore de précieux points pour l'équipe, il fait vraiment du bon boulot en ce début de saison. Mais de l'autre côté, il y a Fernando Alonso. Ah les gars, il m'a fait rêver avec son début de tour de qualif incroyable, et j'étais tellement déçu de le voir perdre le contrôle, surtout sur un problème mécanique. Et en course, il a été super malchanceux, comme depuis le début de la saison j'ai envie de dire, avec le timing des safety cars, ses pneus, etc. Franchement, je pense qu'il fait partie des 2-3 pilotes les plus malchanceux de ce début d'année. C'est dommage parce qu'Alpine a l'air d'avoir une bonne voiture, vraiment rapide. En plus, Otmar Szafnauer a déclaré qu'ils vont apporter des grosses évolutions aérodynamiques à Imola, alors j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alfa Romeo a connu un petit coup de moins bien à Melbourne, mais ça n'a pas empêché Valtteri Bottas de décrocher la 8ème place, après 2-3 faits de course certes. Fred Vasseur pense que son équipe a affiché un rythme de course assez intéressant, et je suis d'accord avec lui. Les 2 pilotes Alfa Romeo avaient un bon rythme, et ne marquer que 4 points étaient finalement peu cher payés. Je pense qu'ils vont continuer sur ce rythme-là à Imola, à moins qu'ils ne ratent le coche des développements par rapport aux autres écuries, mais à mon avis, ils sont encore largement dans la partie pour jouer le midfield. Passons à AlphaTauri, qui espère aussi postuler pour une place dans le peloton de la F1. Mais le souci, c'est qu'ils ont pas mal de problèmes de fiabilité, un peu à l'image de Red Bull. Et techniquement, leurs problèmes sont étroitement liés à ceux de leur écurie mère, c'est le carburant qui est en cause. Sans ça, Gasly aurait fini dans les points à chaque course depuis le début de la saison. La monoplace ne semble pas être au même niveau que l'année dernière pour le moment. Jusqu'à présent, ils se battent surtout pour la 8ème ou la 9ème place, loin d'Alpine, etc. Ce week-end, ils vont amener des grosses améliorations à la voiture, et pour leur Grand Prix à la maison, Pierre Gasly est impatient. Selon lui, les évolutions amenées sont super intéressantes, et il a hâte de voir si ça va leur permettre de jouer un peu plus dans le midfield. Nous aussi. Allez, il reste 3 écuries dont on n'a pas encore parlé, et j'ai envie de commencer par Williams. Mais quelle masterclass de mon gars Alex Albon en Australie!
57 tours sur 58 sur les mêmes pneus. C'est quoi cette stratégie à 0 arrêt là? C'était monumental, et franchement, chapeau à lui d'avoir ramené un point à Williams, parce que c'était vraiment pas gagné. A priori, Williams devrait se battre pour les petits points comme ça cette saison, encore Joss Capito. C'est un petit peu décevant compte tenu qu'il y a un budget plafonné, et vu le temps alloué en soufflerie qui leur était favorable. La voiture n'est pas au niveau, et Latifi non plus pour l'instant. Mais ce n'est pas pire qu'Aston Martin, qui est une vraie catastrophe jusqu'à présent. Sébastien Vettel de retour, il a eu l'opportunité de voir tous les problèmes de stabilité que connaît sa monoplace. Elle est juste impossible à conduire. Il y a une vidéo on-board de Lance Stroll qui circule, où on voit que ses roues bougent toutes seules, alors qu'il ne touche pas le volant. Bon, je peux pas vous la montrer parce que j'ai pas les droits, mais ça montre la poubelle ce roue que c'est jusqu'à présent. J'espère qu'ils ont prévu des grosses améliorations pour Imola, parce que si ça continue comme ça, la saison risque d'être très longue. Pour terminer, Haas est clairement passé à côté de son week-end en Australie. 15e et 17e en qualif, Schumacher et Magnussen ont dû se demander où est passée leur voiture si rapide lors des courses précédentes. Magnussen a mis en avant un problème avec l'aileron arrière, tandis que Steiner s'est plaint des pneus, ou plutôt de la capacité de la monoplace à s'adapter aux pneus ce week-end-là. J'avoue que c'est difficile de comprendre ce qui a cloché, alors j'attends de voir ce qu'ils valent sur ce circuit, et dans ce pays qu'ils connaissent très bien. Voilà, on a analysé en détail l'état de forme de chaque écurie. Maintenant on va passer à la partie prono. Qui est favori? Quelle équipe va prendre le dessus ce week-end? Réponse, tout de suite. Cette fois-ci, la partie prono va être un petit peu différente de d'habitude, puisqu'on a 3 événements majeurs, la qualif, la course sprint et la course principale. Il faut souligner qu'en général, les écuries apportent beaucoup d'évolutions à leur monoplace lors de la première course européenne. Forcément, il y a donc pas mal de doutes sur les performances des uns et des autres. On va commencer par la qualif. Je vais partir sur une pole position de Max Verstappen, pour une raison très simple, sa position actuelle au classement général. Il est déjà loin derrière Charles Leclerc, et je pense que son écurie se voit déjà obligée d'apporter des évolutions significatives à sa voiture, sans doute plutôt que ce qu'il souhaiterait. Derrière lui, je mets Charles Leclerc et Carlos Sainz. D'une part parce que les Ferrari me semblent vraiment au-dessus pour le moment, que Charles Leclerc est sur une autre planète, et que Carlos Sainz doit rebondir après son frustrant week-end australien. Derrière eux, j'ai envie de partir sur Sergio Pérez, puis sur les deux Alpines en P5 et P6. Ils vont apporter des grosses évolutions ce week-end. Même s'ils ne seront pas les seuls, je pense qu'ils ont moyen de faire quelque chose. Dans le reste du top 10, je vois les deux Mercedes, qui n'apportent quasiment aucune évolution à leur monoplace, puis Gasly et Bottas. Pour la course sprint, alors là, difficile de prédire ce qu'il va se passer, mais je pense que Ferrari a le meilleur rythme pour remporter la victoire. Je mise sur une victoire de Carlos Sainz, ça lui fera du bien au moral, devant Leclerc et Verstappen. Et le lendemain, eh bien je vais pas être très original, mais je pense que Charles Leclerc va gagner cette course. Il a une sacrée avance au championnat, et je pense qu'il sera favorisé par Ferrari s'il affiche le même niveau que lors des 3 premières courses. Derrière lui, je vois Carlos Sainz, puis Verstappen. Dans le top 10, je pense qu'on verra les deux Mercedes, parce que même si elles sont plus lentes, elles sont assez fiables. J'espère aussi voir les deux Alpines dans la moitié haute, puis pourquoi pas Pierre Gasly, qui marquerait encore des points pour le Grand Prix à la maison de son écurie. Pour finir, 2-3 pronos en vrac. Je pense que McLaren n'atteindra pas la Q3 cette fois-ci, parce que c'est un type de tracé vraiment différent d'Albert Park, et j'ai le sentiment qu'ils ne comprennent toujours pas leur monoplace. Je vois Lance Stroll accéder à la Q2, oui c'est osé comme Paris je sais, et battre son coéquipier en qualif. Alex Albon ne marquera pas de points cette fois-ci, mais mettra encore une fois la pilule à son coéquipier. Je pense qu'on verra moins de 3 abandons sur cette course, et aucun sur problème mécanique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter pour me donner de la force, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.